Alors, je sais qu'il y a parmi vous un bon nombre de nouveaux investisseurs, des investisseurs qui nous ont rejoints en 2020 à la faveur du lancement des foncières entreprises 14 et 15. Nous avons, au mois de mars, en plein premier confinement, lancé la souscription de 2 nouvelles foncières qui sont aujourd'hui clôturées. Et par conséquent, nous avons eu le plaisir d'accueillir un grand nombre de nouveaux investisseurs à l'occasion de la souscription de ces 2 foncières. Et je voudrais à la fois vous saluer et vous remercier de la confiance que vous nous avez témoignée dans le contexte un peu particulier que nous connaissons. Alors, il nous a paru important, donc, au terme de cette année, de faire le point avec vous rapidement, plus rapidement que d'ordinaire, sur la gestion de vos actifs immobiliers. Notre présentation, Théo Valadi, sera en 2 parties. Une première partie qui sera traitée par Nicolas et Thierry. Alors, Thierry va vous parler de l'impact du Covid sur le marché et puis notre positionnement. Et puis, Nicolas, lui, évoquera l'impact de cette crise sur la gestion même de notre patrimoine, du patrimoine que nous gérons pour votre compte. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, Théo évoquera les enjeux 2021 pour Roche du Bar et Associés. Alors, je ne reviens pas évidemment sur les conséquences de la crise sanitaire, vous les connaissez tous, nous les vivons au quotidien et des secteurs entiers de l'économie sont encore, au moment où je parle, à l'arrêt. Toutefois, je voudrais quand même souligner deux chiffres encourageants. Et je lisais hier dans la presse régionale que le taux de défaillance, le nombre de défaillances d'entreprises a reculé dans les Hauts-de-France de 40% en 2020. Alors, j'imagine que les Hauts-de-France ne sont pas une exception et que par conséquent, ce taux de l'ordre de moins 40% sur les défaillances d'entreprises, c'est un taux qu'on doit retrouver dans les autres régions françaises. Et je pense qu'il illustre bien les mesures de soutien que le gouvernement et les pouvoirs publics ont mis en œuvre pour les entreprises tout au long de cette année. Le deuxième chiffre encourageant que je voulais vous donner, c'était que finalement, avec un yo-yo incroyable, le CAC 40, pour vous qui êtes investisseur, j'imagine que vous suivez cet indicateur, n'a baissé que de 7% en 2020. Et puis, parallèlement, les startups françaises ont pulvérisé leur record de levée de fonds et à 5,4 milliards d'euros, ils nous placent en deuxième position devant l'Allemagne, ce qui n'est pas si courant. Voilà. Alors, pour ce qui concerne Roche du Bar, sur l'année 2020, je voulais juste souligner 2 faits marquants. Le premier, c'est la finalisation du processus de rachat de l'entreprise par le management que vous voyez là. Et donc, ce process avait été entamé en 2019, en mars 2019, et il a été finalisé en juin 2020. Et donc, aujourd'hui, les 4 associés que vous voyez sont aux manettes de la société de gestion Roche du Bar et Associés. Et c'est donc une nouvelle page qui s'ouvre pour Roche du Bar. Alors, bien entendu, nous aurons à cœur de maintenir l'ADN de Roche du Bar, l'ADN auquel vous êtes attachés, auquel nous sommes attachés. Cet ADN qui est fait d'une gestion maîtrisée du risque. Nous ne sommes pas des aventuriers, nous sommes des bons pères de famille, pour reprendre l'expression favorite de Thierry. Cet ADN qui est fait d'une relation de confiance forte avec vous, nos investisseurs, et une transparence totale, et puis aussi d'une très grande relation de proximité avec nos locataires. Enfin, le deuxième fait marquant pour nous en 2020, ce sont ces 4 nouveaux recrutements. Vous voyez que nous sommes une petite équipe et que nous nous sommes renforcés en 2020. Alors, l'année a été clôturée par le départ de Françoise, que bon nombre d'entre vous connaissez et appréciez à juste titre. Françoise, après 26 années de bons et loyaux services, a fait valoir ses droits à la retraite à la fin de l'année dernière. Donc, ça aussi, c'est une page qui se tourne puisqu'elle pilotait avec brio le back-office de nos opérations, le back-office administratif de nos opérations. Il n'a pas fallu moins de 4 recrutements pour procéder à son remplacement. Et nous avons le plaisir d'accueillir Amanda Courmont en qualité de gestionnaire locative, Pranay Snit qui est venu nous rejoindre en qualité d'asset manager, Théo qui s'est présenté tout à l'heure, qui va s'occuper du développement de Roche du Bar et Associés, et puis Michael Barry qui nous a rejoint très récemment et qui va être avec Thierry sur le sourcing de nos investissements.
Voilà pour les faits marquants de 2020. Je laisse maintenant la parole à Thierry qui va démarrer sur l'impact du Covid sur le patrimoine et sur le marché. Merci Fabrice. Ce que je vous propose, c'est d'abord de vous dire sur quel marché nous travaillons et qu'est-ce qui se passe dans ce marché. Donc d'abord, sur l'immobilier d'entreprise, d'abord il y a le marché du bureau. Dans le marché du bureau, eh bien, on voit déjà un élément marquant sur quelques années, sur 10 ans maintenant, c'est que le pari qui pesait en termes de transactions, 3/4 des transactions en 2010, pèse maintenant plus que 2/3 des transactions. Donc il y a vraiment une croissance significative des régions, et ça c'est vraiment un fait marquant. Sur le commerce, il y a plusieurs typologies d'actifs, les pieds d'immeubles, les commerces de centre-ville, les retail parks et les centres commerciaux. Nous ne travaillons que sur les retail parks. Après, il y a un autre secteur d'activité sur lequel nous travaillons, ce sont les locaux d'activité et la petite messagerie. Donc là, ce sont des biens qui font moins de 10 000 m². On ne travaille pas du tout sur les entrepôts logistiques. Il y a un autre secteur d'activité qui s'appelle les résidences gérées, où il y a hôtels, résidences-services, etc. Nous ne sommes pas à la recherche d'immeubles dans ce type d'actifs. Alors maintenant, quelle est l'évolution de l'impact du Covid sur le secteur? D'abord, on va rediviser par typologie d'actifs. D'abord, sur le marché des bureaux. Sur le marché des bureaux, on a vraiment quelque chose de très spécifique, c'est qu'il y a, la France est divisée en deux. Il y a Paris, Île-de-France et les régions et les métropoles. Et pourquoi ça? Parce qu'en fait, vous avez des très hauts niveaux de loyer en région parisienne et à Paris, à la fois en loyer de bureaux et en loyer de résidentiel. C'est 2 à 4 fois plus cher qu'en région. Et bien sûr, le développement de la digitalisation. Et du coup, il se passe quelque chose de très significatif, c'est l'exode des salariés pour les grandes métropoles régionales. Le dernier sondage, c'est que 33% des habitants de l'Île-de-France souhaitent quitter Paris. Après, bien sûr, il y a des entreprises qui souhaitent réduire donc leur surface de locaux et ou délocaliser leurs services en région. Et on le voit puisqu'on sillonne la France en permanence, il y a beaucoup de dossiers de délocalisation de Paris vers les métropoles régionales. Et qu'on voit aussi, ce qui est très important, puisque c'est les tendances, c'est que sur 10 ans, eh bien, le repli de la demande en bureau en 2020, eh bien, elle n'est que de moins 20% en région, alors qu'elle est de moins 42% en Île-de-France. Donc, il se passe vraiment quelque chose, une différence très forte entre les régions et Paris. Sur le commerce, donc bien sûr, tout le monde parle de développement du e-commerce. Bien sûr, on revient toujours sur les fondamentaux, les meilleurs emplacements. En centre-ville, nous ne sommes que positionnés sur les retail parks de proximité ou les locaux commerciaux de périphérie, le retail park, mais en emplacement prime. Et sur ce secteur-là, eh bien, la chance qu'on a, c'est que, nous, on en parlera avec Nicolas après, mais les chiffres restent positifs. Et en France, la tendance, c'est que les retail parks, c'est là où il y a le moins de vacances en France. Après, le marché des locaux d'activité, alors qu'on peut diviser en deux, bien sûr, puisqu'il y a la petite messagerie, donc il y a une croissance très forte, et aussi les locaux d'activité. Alors, les locaux d'activité, n'oublions pas qu'il y a un travail manuel, donc l'enjeu du télétravail, et on sillonne la France aussi, dans les zones d'activité, toutes les voitures sont là, les gens continuent à travailler de façon opérationnelle, donc c'est un marché qui est sain, mais qui est par contre, qui est maintenant de plus en plus demandé par les investisseurs. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous parler du positionnement et de comment on voit les choses dans ce secteur. Alors, la chance qu'on a, c'est que on a 26 ans d'histoire en région, et ça, c'est une force. Ça nous permet de voir les choses de façon très stable. Alors, d'abord, sur le marché du bureau, nous restons sur des immeubles de taille petite ou moyenne, qui sont bien sûr divisibles. On est bien sûr sur les zones de référence dans les grandes métropoles régionales. Et ce qui est important, on en parlait tout à l'heure, c'est que les chiffres sont très impressionnants puisqu'on est passé de 814 000 à 1 300 000 m² transactés en région en moins de 7 ans. Donc vraiment, là, on sent qu'il se passe quelque chose et qu'il y a une accélération de cette tendance. Alors, sur le commerce, bien sûr, le commerce est chahuté, mais le point important, c'est que on voit actuellement que malgré tout, et nous on le voit, c'est qu'en retail park, on tient bien les positions, et Nicolas en parlera sur nos revenus. Et un élément très important qui est une tendance longue, c'est qu'il y a eu une loi qui s'appelle la loi Elan. Et dans cette loi Elan, il y a un moratoire sur les nouvelles zones commerciales
qui est très puissant, qui fait que progressivement, on va avoir une rareté du foncier et des immeubles en retail park. Or, notre métier, c'est la rareté. Et du coup, en fait, progressivement, ça devient une opportunité pour nous. Après, les locaux d'activité, bon, bah, bien sûr, c'est un secteur qui est maintenant très stable. Par contre, bien sûr que le comportement des investisseurs est toujours moutonnier. Donc, du coup, il y a une pression sur les taux dans ce secteur-là. Donc, on essaie de garder les têtes froides. Et en plus, l'avantage, c'est qu'on a nos immeubles dans toutes les grandes métropoles françaises. Donc, on peut comparer et on reste prudent, mais on continue à acheter des locaux d'activité. Le point important, avant de laisser la parole à Nicolas, c'est que dans notre façon de travailler, c'est que on a une vision, Fabrice parlait de bon père de famille, on a une vision patrimoniale. La vision patrimoniale, c'est que quand on regarde une zone, un territoire, surtout un immeuble à la base, c'est qu'on a une vision long terme. On se dit, à 15-30 ans, qu'est-ce qui va se passer pour cet immeuble, dans cette zone et dans cette métropole. Et c'est un travail qui prend du temps, mais ça nous permet justement à chaque fois de se dire, bah, on est sûr que dans 10-15 ans, quand on voudra revendre le bien, il sera toujours bien mis en perspective, ça sera toujours une zone de référence avec des bonnes infrastructures. Je laisse maintenant la parole à Nicolas. Merci beaucoup Thierry. Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour la gestion 2020 a été une année particulièrement intense. Et donc, sur ce premier slide, vous voyez nos chiffres clés pour au 1er janvier 2021. Donc, 86 SCI gérés, 86 actifs pour 209 locataires et une surface totale de 206 000 m² et un taux d'occupation de 96,7% que cette année encore, en plein Covid, nous maintenons à un niveau supérieur à 96%. Pour nous, ce résultat est aussi le souci que nous avons dans les choix de nos immeubles, de leur faculté à se relouer dans le temps. C'est essentiel pour nous et ce qui nous permet effectivement d'année en année cette vigilance de maintenir ce taux d'occupation supérieur à 95%. C'est effectivement le premier pilier de notre stratégie de maîtrise du risque locatif. Dans ce second slide, vous voyez le second pilier qui est illustré et c'est la diversification. Avec d'un côté la mutualisation du risque locatif sur nos 3 typologies d'actifs que vous voyez dans le petit tableau, les bureaux, le commerce et l'activité, avec ces dernières années une légère prépondérance pour le bureau. Mais cette mutualisation est aussi géographique, ce qui est illustré dans la petite carte que vous avez juste à côté, et nous investissons exclusivement en région, mais sur toute la France et dans toutes les grandes métropoles régionales. Et nous opérons cette diversification des implantations pour chacune de nos foncières. Ainsi, le risque locatif dans chacune de nos foncières est mutualisé, tant sur le plan géographique que par typologie d'actifs. Notre troisième pilier, qui est illustré ici, est bien entendu la qualité de nos locataires. Ce sont pour la plupart des entreprises de premier plan dont la surface financière permet d'envisager le loyer dans le temps. Cette année, nous avons par exemple signé des baux avec BASF sur un local d'activité qui est situé à Vitrolles, avec Bolloré Logistique sur une VFA qui est située à Rouen, ou en commerce avec l'enseigne Jiffy sur un actif qui est situé à Valence. Le chiffre que vous voyez ici, 96%, c'est le taux d'encaissement de nos loyers en 2020. Et malgré les circonstances exceptionnelles, nous atteignons ce taux d'encaissement de 96% et nous n'avons accordé en 2020, au titre du Covid, que 1% de franchise aux locataires. 3% restent encore à percevoir et ont été reportés sur l'année 2021. Je pense, et toute l'équipe avec moi, que c'est un niveau dont nous pouvons être particulièrement satisfaits compte tenu des événements qui ont marqué l'année depuis le 15 mars 2020 et qui se poursuivent encore aujourd'hui. Pendant cette période de 2020, ces périodes de Covid, nous avons été effectivement fortement sollicités par les locataires, en particulier nos locataires de commerce, pour l'aménagement de leur loyer. Et la proximité que nous cultivons avec eux depuis de nombreuses années nous a permis de traiter au cas par cas chaque demande d'aménagement. Et au final, nous n'avons accordé
203 000 € de franchise, principalement liés à la fermeture du mois d'avril pour les commerces non alimentaires, ce qui représente 1% du total du loyer et charges de 2020. Donc l'année écoulée a été effectivement intense en gestion. À ce jour, nous ne sommes pas encore tout à fait sortis de cette crise sanitaire. Pour autant, je reste convaincu que notre stratégie de diversification, la qualité de nos emplacements dans les métropoles régionales, la proximité avec nos preneurs continueront d'avoir cet effet protecteur sur nos actifs. Et je passe maintenant la parole à Théo pour nos enjeux en 2021. Théo, c'est à toi. Merci Nicolas. Chers investisseurs, plusieurs enjeux rythmeront l'année 2021. Tout d'abord, notre développement géographique. Après 25 années de présence dans le nord de la France, et alors que de nombreuses entreprises, notamment parisiennes, réduisent leur surface de bureau, nous avons décidé d'ouvrir notre premier bureau parisien le 4 janvier. Pourquoi ouvrir un bureau à Paris en pleine période Covid alors que nous investissons qu'en région? Vous pourriez légitimement vous poser la question. Eh bien, l'ouverture de ce bureau parisien répondra à un double enjeu, à la fois de proximité et de notoriété. En effet, être à Paris, c'est se rapprocher des agents tels que BNP Paribas Real Estate, CBRE, JLL, Cushman & Wakefield, mais aussi d'un grand nombre d'investisseurs tels que des fonds, des institutionnels ou des banques privées. Notre mission avec Michael sera de développer notre notoriété, mais aussi notre réseau dans le but d'augmenter le sourcing d'actifs, d'étendre notre club d'investisseurs, mais aussi de faciliter les arbitrages futurs. 2021 sera évidemment rythmé par ce développement, mais ce n'est pas tout. L'année sera aussi le témoin de notre volonté d'aller vers des investissements toujours plus responsables. Alors, en tant que conseil et en tant qu'investisseur pour compte de tiers, nous nous devons de montrer l'exemple. C'est pourquoi nous nous préparons à l'arrivée du décret tertiaire qui, dès le 30 septembre, nous obligera à travailler sur une réduction de la consommation énergétique de nos bâtiments, puisque nous devons, pour 2030, afficher une réduction de l'ordre de 40% sur la consommation énergétique de ces bâtiments, en prenant une année de référence qui sera prise entre 2010 et 2019. Ensuite, 2021 sera l'année de l'obtention du label ISR, qui signifie Investissement socialement responsable, et qui certifiera de notre politique en termes de critères ESG, c'est-à-dire des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance que nous mettons en œuvre dans notre politique d'investissement et de gestion. Nous sommes en train actuellement de faire toutes les démarches pour obtenir ce label et espérons l'obtenir d'ici le mois de mai. Enfin, 2021 verra le lancement de notre premier véhicule d'investissement sociétal à destination d'investisseurs privés et institutionnels. Ce véhicule sera un EPPCI construit en partenariat avec une grande fondation régionale et aura la particularité de permettre aux investisseurs d'abandonner une partie significative de leurs revenus au profit des projets de la fondation. Alors notre volonté, à travers ce véhicule, sera de permettre aux investisseurs d'investir pour ceux qui s'investissent, tout en maintenant un objectif de TRI de l'ordre de 4,5%. Vous l'aurez compris, l'année 2021 sera pleine d'enjeux, que ce soit en termes de développement, avec l'ouverture de ce bureau à Paris, mais aussi en termes de responsabilisation, avec ces 3 projets structurants pour notre société, qui sont le décret tertiaire, la labellisation ISR et le lancement de ce fonds sociétal. Je redonne maintenant la parole à notre président pour la conclusion de notre présentation.
Merci beaucoup, Théo. Eh bien, écoutez, oui, on arrive au terme de notre présentation. Avant de passer aux questions-réponses, on est bien dans le timing parce qu'on est exactement à 24 minutes. On s'était donné au maximum 30 minutes. Eh bien, écoutez, juste un petit mot sur, puisque tu as évoqué la souscription, enfin le lancement de ce véhicule sociétal, le PPCI, en partenariat avec une fondation régionale. Eh bien, évidemment, je vous ai dit tout à l'heure que Foncière Entreprise 14 et Foncière Entreprise 15 étaient clôturés à la souscription. Nous n'avons donc plus aujourd'hui de véhicules ouverts à la souscription. Mais bien entendu, si certains d'entre vous sont intéressés par ce véhicule sociétal, eh bien, la souscription démarrera courant 2021 et vous pouvez d'ores et déjà me faire part de votre intérêt. Alors, je vais juste un petit mot de conclusion sur ce qui vient de vous être dit. Je ne sais pas si certains d'entre vous, mais sûrement que certains d'entre vous ont assisté au webinaire de juin. Nous avions en juin proposé, en juin, rappelez-vous, on était quand même dans un état de sidération après que le pays ait été arrêté pendant 1 mois et demi. Et on avait proposé donc à Richard Mal, le directeur de la recherche de BNP Paribas Real Estate, d'intervenir et de nous donner sa vision de l'évolution du marché de l'immobilier entreprise. Et je me souviens que certains d'entre vous nous avaient dit, mais je comprends pas, il est quand même très optimiste. Parce que c'est vrai que Richard Mal, à l'époque, au mois de juin, nous avait dit, eh bien, le marché va tenir. Et ce marché va tenir pour une raison simple, c'est que les taux de financement vont rester bas. Et que, par conséquent, le différentiel entre le rendement locatif des actifs immobiliers et le taux de financement permettra de mettre du levier financier et d'obtenir des TRI qui resteront attractifs au regard des autres classes d'actifs. Eh bien, écoutez, force est de constater que Richard Mal ne s'est pas trompé, que le marché a tenu. Thierry évoquait le fait tout à l'heure que à l'acquisition, eh bien, les prix restent élevés. Et Nicolas évoquait nos taux à la fois d'occupation, enfin surtout le taux d'occupation, qui démontre que le marché tient. En 2020, nous avions, Nicolas, je crois, une cinquantaine de locataires qui étaient en mesure de délivrer congé, puisqu'ils avaient une échéance triennale, ils étaient donc en mesure de délivrer congé. Eh bien, je pense qu'une vingtaine d'entre eux l'ont fait, mais nous avons re-signé une vingtaine de baux avec de nouveaux locataires pour maintenir ce taux d'occupation dont on ne peut que se satisfaire à 96,7% en plein Covid. Donc, je pense que ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce que Thierry vous a dit. C'est vraiment le fait que le Covid, on a coutume de dire que c'est un accélérateur de tendance. Eh bien, on le voit ici aussi, les régions, Thierry vous l'a dit, les régions qui se développent plus vite que Paris depuis 10 ans, eh bien, ont beaucoup mieux résisté que Paris en 2020. Il se trouve que depuis 26 ans, nous n'investissons qu'en région. Bon, bien écoutez, nous profitons donc de cet engouement pour les régions. Je voudrais simplement terminer en soulignant le travail qu'a fait la gestion. Maintenir ce taux d'occupation dans un tel contexte, pour vous dire que ça n'a pas été une mince affaire, et atteindre ce niveau de taux d'encaissement des loyers à 96%, avec encore la possibilité de monter jusqu'à 99%, puisqu'il y a encore 3% des loyers qui ont bénéficié de report, mais qui seront donc encaissables en 2021. Eh bien, là encore, je voudrais tirer un grand coup de chapeau à la gestion pour la qualité, le travail qui a été fourni tout au long de l'année. Ils ont été submergés en plus de leur activité habituelle, par des demandes de locataires, légitimes d'ailleurs, et qu'il a fallu traiter au cas par cas. Donc, franchement, un grand bravo pour la gestion. Alors, pour 2021, eh bien, vous avez vu, notre équipe, évidemment, renforcée significativement, eh bien, aura à cœur de maintenir ce niveau, ce bon niveau de performance en 2021. On sait que ça sera probablement dans un contexte économique qui sera difficile parce que l'économie a été mise sous perfusion, mais ça ne durera pas éternellement. Et néanmoins, pour les raisons qui ont été évoquées, nous nous pensons bien armés pour tenter de maintenir ces très bons taux de performance sur 2021.